Avant de commencer, je voulais vous parler brièvement de mon nouveau podcast « On en reparle ». Ce podcast prend le temps de revenir sur des événements marquants après que l'agitation médiatique se soit estompée. Dans chaque épisode, je reviens sur un fait d'actualité passé avec comme invité l'une des parties prenantes. Si vous aimez le décryptage et les analyses, On en reparle est fait pour vous. Pour le lancement, on reparle du Vendée Globe avec Violette d'Orange, à découvrir sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Expérience Client de Biarritz. Nous sommes le 20 juin et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles au sommaire cette semaine. Les jeunes et l'IA, une adoption qui transforme les décisions d'achat, à lire sur e-commerce mag. Le marché mondial du luxe risque d'affronter en 2025 ses pires turbulences depuis 15 ans, à lire sur Fashion United. TikTok Shop explose aux États-Unis, plus 120% de ventes en un an, à découvrir sur Siècle Digital. Decathlon, quand la relation client devient un levier de croissance, à lire sur République Retail. Et enfin, AliExpress risque une amende de 6% de ses revenus pour vente de produits illicites en Europe, à lire sur Usine Digital. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Par ailleurs, cette semaine, je vous propose un épisode passionnant avec Grégory Sion, CEO de Pierre et Vacances. Avec lui, nous revenons sur la transformation digitale de l'entreprise et la façon avec laquelle elle a replacé l'expérience client au centre de sa stratégie. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En bref, cette semaine, plusieurs signaux faibles et forts sont venus éclairer les mutations profondes que traverse le commerce en France et à l'international, du ralentissement économique annoncé par l'INSEE à la montée en puissance des modèles algorithmiques de la relation client, en passant par la fragilisation du luxe et les nouvelles formes de consommation responsable, les lignes bougent à un rythme soutenu. Une croissance en sursis, une consommation sous contrainte. L'INSEE a revu à la baisse ses prévisions pour l'économie française. Le PIB ne progresserait que de 0,6% en 2025 contre 1,1% l'année précédente. Une dynamique affaiblie par la stagnation de la production manufacturière, des restrictions budgétaires et une consommation des ménages atone. Si les Français bénéficient d'une inflation limitée, 1% en moyenne, leur pouvoir d'achat reste contraint. Une tendance confirmée par l'étude d'OpinionWay pour Mouli. Les intentions d'achat pour les soldes d'été sont stables mais prudentes avec un budget moyen en chute libre à 233 € contre 307 en 2024. Cette contraction budgétaire ne signifie pas un repli du commerce mais plutôt une redéfinition des priorités, arbitrage serré, fidélité aux enseignes connues et généralisation de l'omnicanalité, 35% des parcours d'achat, plus 11 points. Le neuf soldé reste dominant, mais la seconde main continue de s'imposer comme une solution vertueuse. 49% des Français achètent d'occasion et 70% souhaitent augmenter cette part dans leurs futurs achats. La technologie rebat les cartes du commerce et de l'emploi. Dans ce climat de rationalisation, l'intelligence artificielle poursuit son intégration accélérée dans les usages comme dans les infrastructures. Chez les 18-25 ans, 93% ont déjà utilisé une IA générative et 15% ont acheté un produit recommandé par une IA. L'IA devient prescriptrice de consommation et interlocutrice intime, ce qui transforme les stratégies marketing et les codes de la relation client. Les géants du numérique s'y préparent. Stripe a dévoilé son premier modèle fondamental d'IA dédié au paiement, entraîné sur des dizaines de milliards de transactions, capable de détecter 95% des fraudes en temps réel. Amazon, quant à lui, annonce une mutation vers un futur
agentique qui pourrait conduire à des suppressions massives d'emplois, le commerce piloté par des agents IA entre dans une nouvelle ère, tant sur le plan fonctionnel qu'organisationnel. Modèles économiques challengés entre régulation et souveraineté. Ce basculement technologique se conjugue à une pression réglementaire croissante sur les plateformes chinoises. AliExpress fait l'objet d'une procédure de la Commission européenne pour manquement grave au Digital Services Act, en cause des dispositifs de modération jugés inefficaces face aux contrefaçons et produits dangereux. L'amende pourrait atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial. Dans le même temps, Shein et Temu cristallisent les critiques sur l'usage des dark patterns, des techniques de design manipulatoire et sur des modèles algorithmiques dopant la surconsommation. L'alerte est désormais portée au niveau académique. Comme le rappelle l'EDEC, ces plateformes captent l'attention via des mécanismes d'addiction, notamment chez les plus jeunes, tout en échappant en grande partie aux règles du marché européen. Retail, restriction, internationalisation et hybridation. Le retail mode est en phase de recomposition. Si la mode reste omniprésente dans les paysages commerciaux, son poids décline au profit de la restauration et de l'alimentation. Depuis 2019, le nombre de points de vente d'enseignes de mode a chuté de 16%, même chez les leaders en bonne santé financière. Inditex, par exemple, a réduit de 26% son parc de magasins, tout en augmentant leur surface moyenne, misant sur des flagships hybrides et une logique omnicanale robuste, une stratégie qui lui permet de compenser un ralentissement de croissance par une diversification internationale et une gestion souple du sourcing. Dans ce contexte, certaines enseignes affichent des résultats solides. Intersport célèbre son centenaire avec une croissance record de 6,3% de son chiffre d'affaires, l'ouverture de 80 magasins et une progression de 16% de son activité digitale. Son modèle coopératif et sa stratégie omnicanale s'avèrent particulièrement résilients dans un contexte de recherche d'ancrage local et de rapport qualité-prix maîtrisé. Luxe et désirabilité, un marché sous pression. Le marché mondial du luxe, après un rebond spectaculaire post-Covid, entre en zone de turbulence. Selon Bain et compagnie, les ventes d'articles de luxe personnel pourraient baisser de 2 à 5% en 2025. Les tensions géopolitiques, les politiques tarifaires et l'attentisme de la classe moyenne chinoise contribuent à ce repli. Plus inquiétant encore, les grandes maisons s'interrogent sur la désirabilité de leurs offres dans un contexte d'hyper-changement des directions artistiques et de repositionnement stratégique. La normalisation du marché pourrait durer en attendant que la génération Z prenne le relais de la croissance d'ici 5 ans. Les jeunes, il y a une adoption qui transforme les décisions d'achat, à lire sur e-commercemag.fr en date du 17 juin. Le baromètre annuel Born AI 2025, dévoilé par l'agence Even, souligne notamment que l'intelligence artificielle générative s'impose désormais comme un outil incontournable du quotidien chez les 18-25 ans. Cette génération, souvent qualifiée de digital native, franchit un nouveau cap dans son rapport à la technologie, intégrant l'IA bien au-delà des usages scolaires ou professionnels, jusqu'à influencer ses choix personnels et de consommation. L'étude Born IA révèle que 93% des jeunes de 18 à 25 ans ont déjà utilisé au moins une IA générative, contre 87% en décembre 2024. Plus impressionnant encore, 42% font un usage quotidien, voire plus fréquent. Contrairement à d'autres tendances numériques, aucune différence significative n'apparaît entre les genres. Filles et garçons adoptent l'IA avec la même intensité, signe d'une démocratisation totale de ces technologies. ChatGPT domine, Meta AI s'impose rapidement du côté des outils. ChatGPT reste le leader incontesté avec 85% d'usages déclarés. Mais la véritable surprise vient de Meta, qui détient déjà 35% d'adoption, portée par son intégration directe dans les applications phares du groupe Meta, comme WhatsApp et Instagram.
D'autres IA tels que Gemini ou MyAI progressent lentement, témoignant d'un marché en phase de consolidation mais encore ouvert à l'innovation. Des usages qui se diversifient et s'ancrent dans le quotidien. L'IA n'est plus seulement un moteur de recherche intelligent ou un assistant scolaire. Près d'un jeune sur 5 interagit désormais régulièrement à l'oral avec l'IA, un chiffre en forte hausse. Si la recherche d'informations reste l'usage principal, les applications se multiplient, aide à la rédaction, soutien à l'organisation personnelle, mais aussi conseil sur des décisions importantes. Un tiers des jeunes a déjà sollicité une IA pour l'aider dans une décision d'achat et 15% ont acheté un produit recommandé par une IA. Cette évolution marque l'entrée de l'IA dans la sphère de la consommation où elle devient prescriptrice et influenceuse. L'IA, nouvelle confidence des jeunes générations. Au-delà des usages utilitaires, l'IA s'invite désormais dans la vie intime des jeunes. Près d'un quart d'entre eux déclarent avoir déjà consulté une IA générative pour des conseils en séduction ou en couple. Ce glissement vers des interactions plus personnelles et émotionnelles révèle une nouvelle étape dans la relation homme-machine. L'IA devient un interlocuteur naturel, intégré dans les parcours de vie et non plus seulement un outil ponctuel. Dans les entreprises et les marques, ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives. L'IA générative, en installant au cœur des conversations et des décisions d'achat des jeunes, devient un canal d'influence incontournable. Les stratégies marketing devront s'adapter à cette nouvelle donne où la recommandation algorithmique et l'interaction conversationnelle prennent le pas sur les approches traditionnelles. Le marché mondial du luxe risque d'affronter en 2025 ses pires turbulences depuis 15 ans, à lire sur fashionunited.fr en date du 19 juin. Le marché mondial du luxe devrait connaître un ralentissement en 2025, pénalisé par le contexte géopolitique et les incertitudes économiques, avec le risque de connaître ses pires turbulences depuis 15 ans. Mais les perspectives à long terme restent positives, selon une étude du cabinet de conseil Bain & Company. Les ventes du luxe, sensibles à l'incertitude, sont soumises à une pression croissante, la confiance des consommateurs de luxe se trouvant entamée par les bouleversements économiques, les tensions géopolitiques et commerciales, les fluctuations monétaires et la volatilité des marchés financiers, prévient cette étude publiée jeudi. Pour les auteurs, cette étude réalisée en partenariat avec la fondation Altagamma, qui réunit les grands noms du luxe italien, ces vents contraires pourraient bien être les plus forts auxquels l'industrie est confrontée depuis 15 ans. La Chine et les États-Unis, marchés les plus importants pour le secteur, connaissent une baisse de la demande, causée aux États-Unis par des fluctuations liées aux tarifs douaniers et en Chine par l'attitude attentiste de la classe moyenne, estime l'étude. Nous sommes dans une période assez inhabituelle en matière de turbulence et de volatilité, que ce soit économique, géopolitique. La dépense de luxe dans le monde a beaucoup cru au sortir du Covid. On voit aujourd'hui un retour à la normale, souligne auprès de l'AFP Joëlle de Montgolfier, directrice du pôle luxe chez Bain & Company. Il continue à y avoir un appétit de luxe dans le monde. On n'est pas sur un marché qui s'effondre, très loin de là, nuance-t-elle. Moins 2 à moins 5%. Après les 1478 milliards d'euros en 2024, le développement de ce marché pourrait ralentir cette année et notamment les ventes d'articles de luxe personnels, mode et maroquinerie, joaillerie, horlogerie, qui représentent environ un quart du total et pourraient reculer de 2 à 5% selon le scénario le plus probable. On avait une perspective relativement positive au dernier trimestre 2024 et malheureusement, le début 2025 est ressorti en baisse, détaille Joëlle de Montgolfier, parlant de normalisation du marché. L'étude envisage 2 autres scénarios jugés moins probables. L'un optimiste, qui verrait les ventes évoluer entre moins 2 et plus 2%, et l'autre pessimiste, avec une chute de la demande et en conséquence des ventes qui diminueraient de 5 à 9%. On est dans une grande phase de doute sur la valeur ajoutée du luxe, sa désirabilité, sa capacité à convaincre les clients qu'il est au juste prix pour ce qu'il offre,
Et le luxe lui-même a quelques doutes quand on voit ce jeu de chaises musicales des directions créatives, analyse Joël de Montgolfier. Ces derniers mois, plusieurs grandes maisons ont en effet changé de direction artistique avec l'arrivée de Mathieu Blasi chez Chanel, de Jonathan Anderson chez Dior, de Dema chez Gucci. Chacun sait qu'il doit se renouveler un peu, réintroduire de la nouveauté, de l'innovation. Mais en même temps, maintenant qu'on a fait tourner tout le monde, on ne sait pas trop à quel degré le renouvellement va se retrouver, souligne Joël de Montgolfier. Le temps que tous les directeurs créatifs et artistiques soient en place, commencent à produire leur première collection, ce n'est sans doute pas à l'exercice 2025 qu'on verra la matérialisation de ces efforts et leur conversion en termes de croissance, estime-t-elle. À long terme, l'étude estime que les fondamentaux et les perspectives restent bonnes, faisant valoir que sur les 5 prochaines années, plus de 300 millions de nouveaux consommateurs, dont la moitié issus de la génération Z et Alpha, vont arriver sur le marché. Combiné à une hausse des revenus mondiaux et au transfert de patrimoine entre générations, la clientèle potentielle du luxe devrait croître, conclut Bain & Company. TikTok Shop explose aux États-Unis, plus 120% de ventes en un an, à lire sur siècledigital.fr en date du 18 juin. Alors que TikTok avait d'abord boudé l'Europe pour sa nouvelle fonctionnalité de vente en ligne lancée en septembre 2023, TikTok Shop est finalement arrivé en Europe en décembre dernier. Et c'est TikTok s'était jusqu'à présent fait très discret sur l'efficacité de TikTok Shop. Depuis son lancement, les dernières informations partagées par ByteDance pourraient bien être les prémices d'un véritable tournant dans le monde de la vente en ligne. Plus de 70 millions de produits disponibles. Bien que le service d'e-commerce de TikTok ait été lancé il y a seulement 2 ans, celui-ci a connu un développement fulgurant en un temps record. Dans le communiqué de presse diffusé il y a quelques jours sur le site de TikTok, le réseau social annonce mettre à disposition plus de 70 millions de produits sur TikTok Shop. Et si l'on pourrait penser que cela ne pourrait concerner qu'une petite poignée de produits, c'était sans compter les 750 catégories de produits disponibles, un autre chiffre impressionnant pour le réseau social. Quelles sont les catégories gagnantes sur TikTok Shop ? Même si la plateforme propose aujourd'hui plusieurs centaines de catégories de produits, certaines d'entre elles semblent avoir véritablement transformé l'essai. Les vêtements, et plus particulièrement les vêtements pour femmes, font aujourd'hui partie des catégories les plus performantes sur TikTok Shop. Sur le podium, on peut aussi compter sur les produits de beauté et de soins, mais aussi sur les produits liés à la santé. Sur l'année 2024, les divertissements et les loisirs sont aussi bien placés sans que TikTok ne donne davantage de précision sur ces catégories de produits. Une augmentation de 120% aux États-Unis. Si le service a été lancé très récemment et qu'il est encore difficile d'avoir assez de recul pour parler d'un succès pour TikTok Shop, le démarrage est réussi pour la plateforme. D'après le réseau social, les ventes auraient augmenté de 120% sur le continent américain entre 2023 et 2024. Et s'il est encore trop tôt pour savoir si la vente en ligne sera efficace ou non en Europe, TikTok a partagé quelques chiffres qui pourraient bien le démontrer. Selon les statistiques données publiquement par TikTok, les créateurs de contenu auraient d'ores et déjà réalisé plus de 8 millions d'heures de contenu pour promouvoir des produits et des marques disponibles sur TikTok Shop. Avec cette nouvelle fonctionnalité qui n'a pas encore été prise en main en France et en Europe, il est donc fort probable que ce chiffre soit en très forte augmentation dans les prochains mois à venir. Decathlon quand la relation client devient un levier de croissance, à lire sur republicretail.fr en date du 18 juin. Longtemps perçu comme un poste budgétaire à maîtriser, la relation client change de statut chez Decathlon. Upsale, personnalisation, innovation, data. L'enseigne sportive explore de nouvelles voies pour faire de son service client un véritable levier de valeur. Décryptage avec Christophe Leclerc, directeur de la relation client France. Et si la relation client ne se limitait plus à la gestion des irritants, mais devenait une source directe de valeur, c'est le pari
porté par Christophe Leclerc, directeur de la relation client France chez Decathlon. À la croisée de l'IA, du conseil expert, de la personnalisation et du collectif, l'enseigne rebat les cartes d'un métier en pleine mutation. Objectif: transformer une culture historique du client en un moteur business assumé sans rien perdre de sa dimension humaine. Un changement d'époque sans rupture de culture. Ce qui a changé, ce sont bien les clients, pas notre promesse. Pour Christophe Leclerc, il est essentiel de ne pas confondre transformation stratégique et reniement identitaire. Chez Decathlon, la relation client est inscrite dans l'ADN depuis sa fondation en 1976. Mais les modalités d'expression de cette culture évoluent rapidement. Les clients attendent désormais des réponses instantanées. Cela redéfinit notre manière de penser les échanges, détaille-t-il. Il y a 20 ans, une réponse email sous 72 heures suffisait. Aujourd'hui, c'est 24 heures maximum. 10 secondes pour décrocher un appel, une quasi-immédiateté sur WhatsApp ou Messenger. Dans ce contexte, la relation client n'est plus une fonction d'appoint, elle devient un point de contact stratégique où se joue une part croissante de la fidélisation, de la conversion et bien sûr de la satisfaction. Le centre de relation client, un écosystème à part entière. Chez Decathlon, le centre de relation client, CRC, est intégré à l'écosystème de l'expérience client et fonctionne comme une interface fluide entre les univers physiques et digitaux. La relation client ne se limite pas au CRC, elle commence dès que le client entre en magasin, échange avec une hôtesse, un vendeur. Mais au CRC, nous avons une mission spécifique: répondre, conseiller, accompagner et désormais vendre, souligne Christophe Leclerc. Le CRC repose sur une organisation multicanale, pilotée par un outil unifié. Chaque interaction, mail, téléphone, messaging, visio, est rattachée à un identifiant client pour assurer un suivi continu. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité à offrir une expérience sans couture où le client ne répète pas son téléphone à chaque contact. VisioStore, l'expertise au cœur de l'échange. Le nouveau point d'orgue de cette mutation, le VisioStore, un concept maison inauguré récemment. Ce canal inédit permet aux clients de prendre rendez-vous en visio avec un conseiller expert dans une salle scénographiée dédiée à une famille de produits, vélo, fitness, wellness, golf, camping. Chaque salle dispose de ses équipements, d'une régie vidéo autonome et d'une ambiance fidèle à l'univers produit. Ce que nous avons voulu recréer, c'est l'expérience du face-à-face magasin, mais à distance, car certains clients ne peuvent ou ne veulent pas se déplacer, mais ont besoin d'un accompagnement humain, explique le directeur de la relation client. Pendant la visio, le conseiller peut démontrer les produits, répondre aux questions, accompagner jusqu'à la commande si le client le souhaite. Mais si ce dernier veut réfléchir, il peut aussi revenir plus tard, passer en magasin ou poursuivre avec un autre conseiller. Ce qui compte, c'est que l'échange ait apporté de la valeur. Chaque visio dure 30 minutes. Le client réserve son créneau en ligne, indique ses besoins et bénéficie d'une démonstration personnalisée en immersion. Le conseiller peut aller jusqu'à la commande, au paiement, à l'organisation de la livraison, le tout gratuitement. Jusqu'à 47% de taux de conversion. Sur des univers complexes comme le vélo électrique, le taux de transformation du VisioStore grimpe à 47%. Un score élevé mais logique selon Christophe Leclerc. Ses clients ont pris rendez-vous de manière volontaire. Ils sont déjà dans une logique d'achat avec un besoin bien défini. Nous levons les dernières incertitudes, d'autant que les produits concernés sont souvent techniques et impliquants, vélo haut de gamme, appareils de fitness, objets connectés. Mais Christophe Leclerc insiste, ce qui pilote le VisioStore, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est la satisfaction, c'est le seul KPI que j'impose. On ne vise pas la vente à tout prix, on vise le conseil juste. Les conseillers mobilisés sur ce canal sont des volontaires issus des magasins, comme pour les autres canaux. Néanmoins, la vente ne doit jamais pervertir le conseil. Nous ne versons pas de primes individuelles sur les ventes. La rémunération est collective, indexée sur la performance globale du CRC. Cette posture garantit une forme d'éthique relationnelle, pas de survente, pas d'incitation déguisée. J'ai entendu des conseillers recommander un produit 2 fois moins cher car mieux adapté aux besoins du client, pointe-t-il.
et c'est ce qui, paradoxalement, génère de la confiance et donc de la fidélité. Un canal au cœur de l'omnicanalité. Le VisioStore s'intègre pleinement dans la stratégie omnicanale de Decathlon. Chaque fiche produit éligible sur le site comporte un widget de prise de rendez-vous. Le client peut commencer son parcours en ligne, passer en visio pour être conseillé et finaliser l'achat en magasin. Ce n'est pas un canal de remplacement, mais un point d'appui. Il ne cannibalise pas les ventes physiques, il fluidifie le parcours. Possiblement, certaines visios pourraient être menées depuis les magasins dans des cabines dédiées. On mutualiserait ainsi les expertises terrain et à distance. Après le vélo, le fitness, certains univers donnent lieu à des innovations inédites. La salle dédiée au camping utilise un casque Apple Vision Pro pour faire visiter virtuellement des tentes grandeur nature, difficilement montables physiquement. Le client voit à travers les yeux du conseiller équipé du casque. C'est immersif, bluffant, très efficace. D'autres gammes sont en cours d'intégration. Une salle Keeprun dédiée à la course à pied sera lancée en juillet pour accompagner la montée en gamme des chaussures techniques. Les objets connectés feront aussi leur entrée au second semestre. Une salle événementielle accueillera des sessions collectives limitées à 10 ou 15 participants pour apprendre à régler un dérailleur, entretenir son matériel ou découvrir une gamme. L'IA comme levier sous contrôle. Avec plus de 80% des demandes simples automatisées par chatbot, Decathlon est en pointe sur l'IA, mais refuse toute dérive. L'IA est un exosquelette, elle renforce, elle ne remplace pas. Tous les collaborateurs ont été initiés à l'IA pour comprendre ses usages et ses limites. Aujourd'hui, l'IA est très efficace sur le niveau 1, mais la satisfaction reste inférieure à celle d'un humain. Donc on reste vigilant, note Christophe Leclerc. La montée en puissance de l'IA impose aussi une montée en expertise des conseillers. Le métier évolue, moins de tâches répétitives, plus d'analyse, plus de conseils à forte valeur. C'est à nous d'accompagner ce changement. Côté pilotage, Decathlon ne révolutionne pas les KPI, mais réoriente leurs usages. Ce qui change, c'est le poids qu'on accorde à certains signaux. Les avis externes sur Google, par exemple, sont devenus aussi importants que nos outils maison. Le temps de réponse devient également un indicateur critique et les parcours automatisés sont tous évalués avec possibilité d'escalade vers un humain. En parallèle, chaque contact est qualifié, consolidé, analysé. Un seul appel peut suffire à détecter un problème de parcours. Si c'est récurrent, on agit très vite car on travaille dans le même espace que les équipes digitales. On ne fait pas de reporting, on se lève et on règle. Decathlon adapte sa personnalisation en fonction des canaux. Sur le digital, elle s'appuie sur les datas. En messaging, elle repose sur le contexte, mais en visio, elle devient totale. Le client choisit l'heure, le sujet, le conseiller prépare en amont. C'est une attention exclusive. Le cadre contribue aussi à l'effet immersif. Chaque salle est scénographiée comme un univers produit. C'est la forme la plus aboutie d'hyper-personnalisation que nous ayons. Une nouvelle ligne de crête. Peut-on faire du service client un centre de profit ? La réponse chez Decathlon est nuancée. Oui, si l'on accepte de considérer la satisfaction comme levier business et si on assume un rôle de conseiller commercial. Mais cela ne doit pas se faire au détriment de l'écoute ou de la sincérité. Ce qui compte, ce n'est pas la vente qui est conclue, mais si le client a trouvé ce qu'il cherchait, le reste viendra. Une posture lucide mais ambitieuse qui résume bien la feuille de route à venir. AliExpress risque une amende de 6% de ses revenus pour vente de produits illicites en France, à lire sur usinedigital.fr en date du 18 juin. AliExpress viole le Digital Services Act, DSA, en ne remplissant pas ses obligations de détection et de modération des produits illicites d'après les conclusions préliminaires de la Commission européenne. Si la plateforme e-commerce chinoise ne parvient pas à se défendre, elle s'expose à une amende allant jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial annuel. Après plus d'un an d'enquête, la Commission européenne a rendu ce 18 juin ses conclusions préliminaires. AliExpress viole bien le DSA en tant que très grande plateforme.
La plateforme d'e-commerce, propriété du géant Alibaba, a failli à son obligation d'évaluer et d'atténuer les risques liés à la diffusion de produits illicites. Dans le détail, l'exécutif européen note que l'évaluation des risques d'AliExpress est incomplète. En effet, elle ne prend pas en compte le manque de moyens consacrés à la modération des contenus illicites, tels que les produits contrefaits ou les produits non conformes aux règles de sécurité européennes. Autrement dit, le risque de diffusion de tels produits est mal estimé. Des contrôles inefficaces. De plus, la plateforme n'intervient pas efficacement contre les vendeurs qui publient plusieurs fois des produits illégaux. Or, cette indulgence favorise la répétition des infractions et enfreint les exigences du DSA en matière de gestion des risques systémiques. Enfin, la Commission a conclu que les outils de détection étaient défaillants. Leur inefficacité permet à des vendeurs de contourner facilement les contrôles pour mettre en ligne des produits illicites. AliExpress peut encore faire valoir sa défense. Il a désormais la possibilité d'examiner les pièces du dossier et de répondre aux accusations. Si les conclusions de la Commission sont confirmées, elle adoptera une décision de non-conformité reconnaissant qu'AliExpress ne respecte pas les articles 34 et 35 du DSA. Une amende allant jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires annuel mondial pourrait lui être infligée. Et en cas de condamnation, la plateforme devra également présenter un plan d'action correctif dans un délai imposé. Il devra être approuvé par la Commission après avis du Conseil des coordinateurs des services numériques. AliExpress s'engage à améliorer ses pratiques. En parallèle, l'institution bruxelloise a validé une série d'engagements devenus juridiquement contraignants pris par AliExpress pour répondre à ces manquements au DSA. La plateforme s'engage à mieux détecter les contenus illégaux, encadrer son programme d'affiliation, renforcer la modération des produits sensibles, améliorer la transparence de ses systèmes publicitaires et de recommandation et assurer la traçabilité des vendeurs. Elle facilitera aussi l'accès aux données publiques pour les chercheurs. Un dispositif de suivi interne supervisé par un tiers indépendant permettra de contrôler l'efficacité de ces mesures pendant 5 ans. Toute violation de ces engagements sera considérée comme une infraction au DSA, précise la Commission. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.